Also, da Tomadelea, also, Tout d'abord, 사람 중에 신신한 게 à 서로 tous 고모는 게 ceux qui suivent ces 고모들이야 enseignements en 고모도 ligne, 상하게 참지 저도시 je vous adresse 다음에 donc à 오늘 vous 제가 tous qui 가장 êtes connectés. Et sincères salutations, empreintes de souhait de bon augure. 가상이 야 En fait, j'étais supposé enseigner hier. 안들이 시야로 두스레 Je n'étais pas en situation d'enseigner hier et donc 가다 보가 봐 주부즈마다 봐 니를 지고 마시 딩산지 니리 내람지 고야지 제가 드린 데 게데 기슈 매겨를 샤샤 j'ai eu 근데 quelques soucis de santé et en ce moment, c'est comme si je n'avais pas de voix. 네드산은 파지 녜베 컨주먼 주 제디 유사레 삼산으로 공부된데 연구이기래 따이네 나디야 베티 가사 Donc certains peut-être pensent que je fais un peu comme bon me semble, et parfois je change le programme, etc. 다 순주 저리시아레 다 Mais la réalité est que j'avais trop à faire. 사를 내가 많다지 Je devais préparer les enseignements, mais j'avais autre chose à faire et j'avais juste trop de choses. Et c'est trop de choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de changements durant ce cycle d'enseignement de printemps. Et ceci dit, je sollicite votre clémence pour tous ces inconvénients. Hier, c'était l'anniversaire du Yangtze Boka Rinpoche et je profite donc de cette opportunité pour souhaiter joyeux anniversaire au Yangtze Boka Rinpoche. Et avec mais en particulier, je fais le souhait que sa vie et ses activités se déploient. Et également, en particulier, j'adresse aussi des vœux à l'égard de ceux qui encadrent le jeune Boka Rinpoche, en particulier Khenpo de Nyeu, mais non seulement Khenpo de Nyeu, mais également donc, l'entourage qui s'occupe du jeune Boka Rinpoche, incluant ses parents. Et l'enseignement d'aujourd'hui, alors, normalement, aujourd'hui, je devrais continuer le commentaire sur le texte. Donc, normalement, aujourd'hui, je devrais aborder le 31e des excellents agissements, mais à la place de cela, lorsqu'on a discuté le 30e des excellents agissements, on a évoqué comme quoi Mikyu Dorje a fondé beaucoup de monastères, de collèges d'études et de lieux de retraite, de monastères de retraite. Et en termes de financement de toutes ces institutions, donc il apparaît que en fait, c'est pas Mikyu Dorje lui-même qui a sponsorisé tout cela. Mais ce n'est pas, en fait, lorsqu'on utilise le terme de Mikyu Dorje qui a fondé tous ces monastères, donc certains peuvent penser qu'en fait, il a donc sponsorisé pour construire les monastères, pour la vie des pour la vie des moines qui sont là, mais dans le détail, en fait, ces monastères ont pu être construits grâce au soutien de certaines personnes. Certains, par exemple, ont fait offrande du terrain et d'autres ont apporté le soutien pour les moines qui ont rejoint ces institutions.
Et puis aussi, donc au départ, on a évoqué des institutions fondées au sein même du campement, donc des institutions ou des collages monastiques qui étaient mobiles, qui suivent le déplacement du campement. Mais ensuite, lorsqu'on parle des monastères qui ont été fondés dans le dur, donc il y a donc par exemple le roi de Zhang donc a une contribution comme on avait évoqué lors de la session précédente. Le roi de Zhang en fait il a envoyé 500 moines pour étudier auprès de Mikko Dorji et donc en fait ça implique qu'il a financé les conditions nécessaires pour que ces 500 moines puissent étudier suivant l'activité Mikko Dorji. Ainsi, lorsqu'on pense à tout ce qui est nécessaire pour construire dans le dur ces institutions, que ce soit des collèges monastiques ou les monastères pour la retraite, donc ça a nécessité la contribution de différentes personnes. Alors, Mikko Dorji, en contraste avec le précédent Karmapa, le septième, donc il a construit beaucoup de collèges philosophiques, de ce qu'on appelle des chedras, des institutions d'études. Ensuite, on peut se demander pourquoi Mikko Dorji a apporté tant d'importance à fonder ces institutions d'études de textes philosophiques en contraste avec le précédent Karmapa. Donc, il y a deux principales raisons. Donc, on va les aborder un peu en détail. Donc, là, sur la diapo, dans la première raison c'est que ça va dans la façon de penser de Mikko Dorji. En particulier, c'est lui qui a initié le premier institution d'études philosophiques dans la lignée Kagyu au XIVe siècle. Et la deuxième raison, c'est par rapport aux autres institutions, les autres lignes. Donc, en fait, il y a donc ces deux aspects que l'on va examiner. Premièrement, donc la façon de penser de Mikko Dorji qui fait qu'il va fonder ces institutions d'études de textes philosophiques, et ensuite le contexte en fonction des autres lignées. Et, bon, tout d'abord, concernant la première raison, qui est la façon de penser de Mikko Dorji, ce que l'on doit avoir en tête tout d'abord, le premier Shedra fondé dans la lignée Kagyu, d'Apo Kagyu, le tout premier, il a été fondé au XIVe siècle par Taishito. C'est le Tsetang, par Tashi Jangchuk Gyaltsen. Donc, c'est probablement le premier monastère d'études philosophiques dans la lignée d'Apo Kagyu. Et si j'ai le temps, eh bien, j'en parlerai un peu plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, tout d'abord, le premier, donc, ensuite, le septième Karmapa, Shedra Gyamtso, est le premier à établir un collège monastique Karma Kagyu. Alors, le septième Karmapa, il a écrit les raisons à propos du fait qu'il a construit donc, le premier collège monastique Karma Kagyu. Alors, donc il y a il a écrit donc le texte qui est cité ici donc vient du monastère Tubchen,
Donc, je n'ai pas besoin de lire tout dans le détail, mais le contenu du texte, c'est ce qu'il dit, c'est que au sein de la lignée, ceux qui en, en bref, ce que dit dans le texte, c'est que ceux qui étudient méprisent ce qui pratiquent et à l'opposé, ceux qui pratiquent n'ont pas d'intérêt à l'étude. Eh bien, en fait, c'est une situation qui est en fait qui est la ruine des enseignements du Bouddha. Et comme c'est une situation qui est insupportable, c'est la raison pour laquelle le septième Karmapa a donc mis cela. Mais alors ensuite, dans la tradition tibétaine, donc ici, en fait, la discussion porte sur les textes, les traités tibétains, les traités indiens. Et généralement, dans ces collèges monastiques, en fait, on étudie d'abord en fait les textes indiens et leurs commentaires. Donc, ce sont en fait les textes qui sont les textes de base qu'on étudie dans les Shedras. Et ensuite viennent en bref, lorsque le septième Karmapa donc fonde ce premier Shedra Karma Kagu, c'est pour développer la réalisation des Écritures. Notamment parce que une des raisons fondamentales, c'est que l'étude et la pratique ne doivent pas être dissociées. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et notamment, en fait, lorsqu'on étudie en accord avec les textes tibétains, eh bien, il y a différents commentaires. En fait, si on étudie les textes, d'une lignée à une autre, il y a des commentaires, des expressions qui sont différents. Et de ce fait, si on est très attaché à cette approche, il y a le risque d'accroître le sectarisme. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans les monastères on étudie d'abord les textes indiens et leurs commentaires. Et également, donc, dans ces institutions qu'on appelle les Shedras ou collèges monastiques, eh bien, la base est d'étudier les textes indiens et leurs commentaires. Et puis, donc, ensuite, pour avoir un éclairage, on va voir les différents textes tibétains à ce sujet. Et l'étudiant Karma Trinepa, qui est un des disciples du septième Karmapa, fonde le Shedra Leksheling, et puis ensuite un des très connus, c'est Dapota Shinamjel. Donc, il est très connu Dapota Shinamjel, ainsi Gampo Pawa Tsuglak Changwa. Donc ces deux grandes figures, ces deux grands maîtres ont étudié à Leksheling. Et par la suite, Drukpa Pema Karpo ensuite, Drukpa Pema Karpo a aussi fondé
Drukpa Kagu, le Shedra de Drukpa Kagu. En bref, donc, par le fait que le 7e Karmapa a fondé cette institution au sein de la lignée Karma Kagu, il y a eu de grandes figures qui ont étudié, des grands maîtres qui ont étudié, et eux-mêmes, par la suite, ont fondé des monastères d'études, donc ont perduré cette tradition, et ça a changé, en fait. Ça a changé la façon dont la lignée Karma Kagu s'est développée. Ensuite, par la suite, lorsque la façon dont dans la lignée Karma Kamsang, les universités d'études philosophiques se sont développées, les Shedra, eh bien, le fait que ça vient du Karmapa Mikyo Dorje, le 8e. Donc, on va voir maintenant la raison pour laquelle, en fait, donc, le 8e Karmapa Mikyo Dorje a eu tant d'intérêt à développer les monastères d'études, les Shedra. Alors, donc il y a dans un de ces récits donc des écrits de Mikyo Dorje lui-même lorsqu'il a fondé le Gyatsa Karma Shukling, donc qui est donc une institution au sein du campement, donc une institution qui suivait le grand campement du Karmapa. Il a écrit donc des écrits concernant les règles. Donc au départ, le Gyatsa Karma Shukling, avant d'être une institution fondée en un lieu, était une institution qui suivait le grand campement et se déplaçait avec Karmapa. Et donc, il écrit, donc je n'ai pas besoin de lire tout dans le détail, mais dans les points importants qu'il y a dans ces écrits par rapport donc, à cette institution. Donc il dit dans ses écrits, les précédents Karmapa, ils se sont exercés aux 3 entraînements. Entraînement à la sagesse, à la contemplation méditative et à la discipline. Il dit, donc, en fait, les précédents Karmapa ont toujours se sont exercés à ces 3 entraînements dans des lieux isolés. Donc, entraînement à la discipline, à la sagesse et à la méditation. Mais ensuite, en raison des circonstances d'époque, eh bien, ça s'est détérioré. Les enseignements de la lignée d'Arpo Kagu sont affaiblis, et si bien que, en fait, beaucoup de disciples n'ont plus l'opportunité d'accéder au sens définitif des enseignements de la lignée d'Arpo Kagu. Et d'autres ont été très perturbés par des pensées erronées par rapport aux enseignements essentiels. Et notamment, ces mauvaises pensées ou ces mauvaises interprétations sont venues en raison de terminologie d'intellectuels. Et c'est la raison pour laquelle le 7e Karmapa a écrit un long commentaire, donc on parle du 7e Chödra Gyamso, qui a écrit un long commentaire sur la tradition de Dharma Kirti, et qu'il a également accepté parmi ses disciples, le 7e Karmapa a accepté de nombreux disciples qui en fait étaient ceux qui proclamaient beaucoup de concepts intellectuels par rapport au Dharma, souvent des concepts qui n'étaient pas très corrects. Et aussi, son disciple Karmapa Trinlepa, donc disciple de Chödra Gyamso, le 7e Karmapa, a également continué à discipliner
de la même façon que le 7e Karmapa, en particulier donc les disciples qui étaient très portés sur les notions intellectuelles. Et le 8e Karmapa dit, eh bien moi, en tant que disciple de Karma Trinepa, qui était donc disciple du 7e Karmapa, eh bien j'ai écrit des œuvres philosophiques. Et il dit, notamment, le 8e Karmapa est renommé par le fait d'avoir écrit beaucoup de traités philosophiques. Et donc, il écrit notamment, donc dans un de ses écrits autobiographiques, il dit que donc c'est ce qu'il a écrit, ce qu'il a composé comme textes philosophiques peuvent être difficiles à étudier, mais néanmoins ceux qui vont se donner de la peine à les étudier, eh bien, notamment pour accéder au sens définitif, afin de réaliser l'éveil parfait à ce passant, eh bien, il n'y a aucun tort à cela. Donc, c'est un texte ici pour justifier pourquoi il a écrit autant d'œuvres philosophiques en contraste par rapport aux précédents maîtres de la lignée Kagyu. Et également, donc, dans une de ses autobiographies qu'il a écrit à Namte, Mikyu Dorje dit que le 7e Karmapa a déploré dans sa vie le fait qu'il n'a pas étudié et qui n'a pas étudié les sutras, et que par conséquent, le fait d'espérer que dans sa prochaine vie, il va pouvoir étudier et enseigner les sutras, donc c'est quelque chose qui un peu et donc par rapport à cet écrit du 7e Karmapa, le 8e Karmapa, à l'âge de 18 ans, a établi un Shedra. Et en fait, voilà, en résumé, Mikyu Dorje, dans son autobiographie écrite à Namte, il dit que en fait, c'est l'aspiration du 7e Karmapa d'enseigner. Et pour enseigner, donc, dans un premier temps, il faut avoir bien étudié, et c'est la raison pour laquelle donc, Mikyu Dorje a fondé à l'âge de 18 ans un Shedra, et qui s'est beaucoup investi dans l'étude des enseignements. Et notamment dans l'œuvre intitulée La liste des accomplissements de Mikyu Dorje du 8e, il dit que autrefois, dans la lignée Kagyu, il y avait à peine des moines qu'on appelait Rabjampa. Rabjampa, ça veut dire grand érudit. C'est des titres comme Geshe, etc. Et autrefois, dans la lignée Kagyu, il y avait presque personne qu'on appelait Rabjampa. Mais de nos jours, dans les monastères Karma Kagyu, de façon sûre, il y a au moins 5 ou 10 Rabjampa. Donc, ici, en fait, donc en résumé, par ses écrits, non seulement, on comprend que non seulement, donc là, sans entrer dans le détail, mais on comprend par ses écrits que non seulement Mikyu Dorje a fondé des Shedras, des institutions d'études de textes philosophiques, mais qu'il a également fondé des collages monastiques pour étudier les tantras, et ainsi développer aussi bien les enseignements que la pratique des tantras. Et donc, en fait, on distingue le fait que Mikyu Dorje ait fondé des institutions pour l'étude de textes philosophiques associés aux sutras, mais également qu'il a fondé des institutions pour l'étude des tantras.
Et notamment par l'œuvre intitulée Liste des accomplissements, on peut lire qu'autrefois, la pratique des tantras n'était pas si compliquée, mais de nos jours, dans donc, ces institutions qu'a mis en place Mikyo Dorje, eh bien, donc, ils doivent étudier Chakrasamvara, Guhya Samaja, Vajra, Bhairava, etc. Yamantaka rouge, Mahakala, Jasagara, Vajravarahi, etc. Kala Chakra. Et dans ces études, cela inclut la conception des mandalas, ce qu'on appelle les danses sacrées, les chants, la géométrie pour établir ces mandalas, les rituels, etc. Donc, en fait, par rapport à ces écrits, on comprend que Mikyo Dorje a également ravivé la tradition d'études et de pratique des tantras. Et pour résumer, au Tibet, il y avait cette tradition de distinguer les lignées d'études et les lignées de pratique. Notamment, on a l'habitude de dire au Tibet, que les Sakya et les Gelug étaient des traditions d'études. Et à l'opposé, les lignées Kagyu et Nyingma étaient des lignées de pratique. C'était en fait très facile. En fait, c'était la façon au Tibet, c'est comme ça qu'on pense en gros. Les Kagyu et les Sakya et les Gelug, c'est des lignées d'études. Les Kagyu et Nyingma, les lignées de pratique. Mais en fait, c'est extrêmement grossier comme façon de dire. Lorsqu'on regarde l'histoire, il y avait de très grands érudits parmi les Sakya et Gelug et de grands accomplis dans la lignée Kagyu et Nyingma. Mais quand on parle de lignée de transmission d'études, une lignée d'études et une lignée de pratique, en fait, c'est une façon de dire qu'est-ce qui est mis en avant. En fait, lorsqu'on dit que les lignées Sakya et Kagyu sont des lignées d'études, cela signifie en fait que ce sont des lignées qui soulignent l'importance de l'étude. À l'opposé, lorsqu'on dit que les lignées Kagyu et Nyingma sont des lignées de pratique, en fait, ce que l'on veut dire, c'est que ce sont des lignées qui mettent l'accent sur la pratique. Mais en aucun cas, cela veut dire que une lignée, en fait, n'est consacrée qu'à l'étude et une autre lignée n'est consacrée qu'à la pratique. C'est une erreur, une énorme erreur, vraiment une grossière erreur. Et comme l'a enseigné Vasubandhu lui-même, on peut citer Vasubandhu, un maître du dharma authentique doit avoir deux qualités. En fait, il doit enseigner le dharma des Écritures et le dharma de la réalisation, les deux aspects du dharma. Et par conséquent, il doit détenir les deux. Un maître authentique doit détenir le dharma des Écritures et le dharma de la réalisation. Pour pouvoir enseigner le dharma des Écritures, il doit il a dû les accomplir. Et par conséquent, on ne peut pas séparer le dharma des Écritures et le dharma de la réalisation. Et par conséquent, en fait, d'une façon générale, les enseignements du Bouddha sont en fait, en résumé, lorsqu'on dit en résumé que sont les enseignements du Bouddha, en fait, ce sont les dharmas des Écritures et les dharmas de la réalisation. C'est comme ça qu'on résume les enseignements du Bouddha. On ne peut pas dissocier les Écritures et la réalisation. Afin d'obtenir la réalisation, vous devez étudier, et le sens d'étudier les Écritures, c'est pour obtenir la réalisation. C'est très simple, en fait. On peut comparer ça d'une façon simple avec le fait de cuisiner. Par exemple, pour cuisiner, la première chose, c'est que vous devez savoir comment cuisiner. Et puis, une fois que vous savez, eh bien, vous devez mettre les ingrédients et cuisiner de façon effective. Juste apprendre à cuisiner sans cuisiner, ça n'a pas de sens. Et vous ne pouvez pas cuisiner si vous n'avez pas étudié avant comment cuisiner.
Et en fait, donc ces deux aspects sont d'une importance égale. Si vous devez cuisiner, le fait d'apprendre à cuisiner et le fait d'étudier, après avoir appris de mettre ça en pratique, sont d'une importance égale. Et aussi, Gampopa, il dit la même chose. Il dit les débutants doivent étudier dur et une fois qu'ils ont obtenu une certaine stabilité, ils doivent pratiquer dur. Et le Karmapa du Sumkhepa, il dit aussi, il dit la sagesse est extrêmement importante. Et donc la sagesse, eh bien, tout d'abord, on doit l'obtenir par l'écoute, le fait et ensuite, une fois qu'on a obtenu, qu'on a par l'écoute, par l'étudier, la prajna, la sagesse, eh bien, elle doit nous aider à, euh, à, à retourner, à faire face à nos émotions perturbatrices. Et enfin, par la méditation, eh bien, on éradique complètement nos perturbations mentales. Tout d'abord, la sagesse vient de l'étude. Ensuite, par la contemplation, on utilise cette sagesse pour confronter, pour faire face à nos émotions perturbatrices. Et par la méditation, on éradique nos émotions perturbatrices jusqu'à la racine. Et également, dans Mikyo Dorje, pour entrer dans les enseignements de la lignée Kagyu, eh bien, il a tout d'abord dû étudier les textes des sutras et des tutras afin d'avoir la vue correcte et à la fin, donc, mettre cela en application, notamment par la méditation, dans des lieux isolés. Et ainsi, en fait, simplement, c'est la façon de suivre la tradition des pères fondateurs de la lignée Kagyu. Donc, en fait, Mikyu Dorje, il a juste fait, ce qu'il a fait, c'est par rapport à son époque, perdurer l'héritage des maîtres fondateurs de la lignée Kagyu. Donc ensuite, il y a une anecdote par rapport à Sarchen Losa Gyaltso. Donc, c'est un personnage qui est important. Donc, avant de parler de cette anecdote, on va parler de Sarchen Losa Gyaltso. Donc, c'était Sarchen Losa Gyaltso était un maître de la lignée Sakya, un maître. Et il est à la source de la tradition Tsarpa. Parmi donc les trois traditions Zong et Tsar de la lignée Sakya. Donc c'est vraiment une figure très importante, fondamentale dans la lignée Sakya. Il était un disciple de Dorin Kungpangpa. Tout d'abord, en fait, Sarchen Loset Gyaltso est en fait, donc, on parle de lui parce que c'était à la fois un grand érudit et un grand yogi. Et en fait, il était donc excellent dans ces deux aspects, mais néanmoins, il était plutôt connu comme étant un yogi plutôt qu'un érudit. Et au départ, en fait, ce maître était, il était entré dans la tradition Gelug à Tashi Lumpo, et notamment, il a reçu les vœux de novice auprès du deuxième Dalai Lama, Geni Gyamso. Et c'est en fait, c'est du deuxième Dalai Lama qu'il a reçu ce nom de Losel Gyamso. Mais par la suite, il a eu des problèmes au niveau de la jambe et il s'est rendu auprès donc de Lama Kumpong, donc au maître qui devint par la suite un Sakyapa. Et parmi les Sakyapa, on dit, dans la lignée Sakyapa, on distingue trois maîtres qui sont très érudits dans les sutras, qui sont Yakshon et Ron, et trois qui sont érudits dans les tantras, qui sont Ngopsong et Tsar. Et parmi ceux qui sont érudits à la fois dans les sutras et les tantras, il y avait Gorampa, Shakyajogje et Taglung. Et
Sarchen est considéré comme étant un maître accompli dans les tantras. Et il a étudié les dharmas, il a étudié auprès de beaucoup de grands maîtres, incluant Karmachinnepa, le disciple du 7e Karmapa. Et il avait deux grands disciples qui étaient comme le soleil, la nuit, qui étaient Khyentse Wangchu et Mongto Lugjuk Gyamso. Alors, en fait, pourquoi on parle de ça? On parle de ce maître. En fait, là, on entre dans la deuxième raison. La raison pour laquelle, la deuxième raison qui fait que Mikyu Dorji a fondé les collèges monastiques. Donc, pour étudier cette deuxième raison, donc, il y a donc, qui est liée par rapport aux autres traditions. Donc, pour expliquer cette deuxième raison, on va donc aborder tout d'abord une anecdote qui est liée donc à ce fameux maître Sachen Lotsa Gyamso. Donc, Sachen Lotsa Gyamso est contemporain du 8e Karmapa. Et donc, dans son autobiographie, Sachen Lotsa Gyamso, il écrit cela. Il écrit lorsque il vient à Gyaltse, à Dreyul, au même moment, eh bien, arrive Mikyu Dorji. À ce moment-là, et donc ils n'ont pas de connexion particulière. Mais donc, qu'est-ce qu'ils voient? En fait, ils voient que beaucoup dans la région, en fait, commencent à s'exciter à l'idée de faire de grands préparatifs pour accueillir Mikyu Dorji. Et à ce moment-là, en fait, lui, il n'est pas très excité. Il est un peu, il est un peu étonné de tous ces préparatifs. Par du fait qu'il n'a pas une très grande connexion par rapport au 8e Karmapa. Et donc, par rapport à de ce qui vient, en fait, il dit, oh, Karmapa, ça doit être un grand être. Mais de ce que j'ai entendu du Karmapa, en fait, il vient, en fait, le premier Karmapa vient en fait des principaux disciples de Gampopa dans la région du Kham. Notamment, donc, il évoque le premier qui est Dusum Khyempa, et donc de ce qu'il connaît sur les Karmapas. Donc, il pense que Karmapa, en fait, c'est ceux qui ont pour mission de transmettre les instructions des maîtres indiens Naropa, Maitrepa, et puis ensuite des maîtres tibétains Marpa, Milarepa, etc. Donc pour lui, Karmapa, c'est le maître qui est en charge de transmettre la lignée qui vient de Naropa, Maitrepa, et qui passe par Marpa, Milarepa, Gampopa, etc. Et là, il voit que, donc il entend que Mikpa, le 8e Karmapa, en fait, il est dans le fait de développer des institutions d'études de textes philosophiques. Et donc, vous savez, donc il y a ce dicton tibétain qui dit laisser en noir un stupa qui a besoin d'être peint pour peindre en blanc un rocher qui n'a pas besoin d'être repeint. Donc il y a ce dicton qui veut dire en fait ne pas, alors que quelque chose qu'on doit faire, on ne le fait pas, et quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire, et bien on le fait. Le dicton est assez clair. Laisser un stupa qui a besoin d'être peint, ne pas peindre un stupa qui a besoin d'être repeint, laisser en noir un stupa qui a besoin d'être peint pour peindre en blanc un rocher qui n'a pas besoin d'être repeint. Là, en fait c'est ce que pense ce maître lorsqu'il voit que Mikyu Dorji en fait se lance dans et puis aussi donc il y a le fait que il y a, autour, il y a beaucoup de personnalités, des ministres ou des personnalités officielles qui sont très, en fait, affairées à des affaires mondaines.
Et en fait, donc dans leur affaire, sous prétexte, donc en fait, composent des œuvres philosophiques, de la grammaire, de la poésie, des tantras, etc. Mais ils le font d'une façon mondaine, simplement pour occuper en fait leurs soucis mondains. Donc, et en fait, donc il a ce maître Sakya, il a un regard un peu, en fait, il a un peu un regard critique par rapport à certains maîtres Kagyu. En fait, donc, lui, en fait, pardon, par rapport à ce dicton, en fait, ce maître Sakyapa, par rapport au maître Kagyu qu'il a rencontré, il voit en fait un certain nombre d'entre eux qui sont en fait très en fait, un nombre d'entre eux qui sont donc, impliqués dans l'écriture de textes philosophiques, de la grammaire, etc. En fait, qui sont très impliqués dans les affaires mondaines. Et par conséquent, en voyant ces maîtres Kagu, il a un a priori mauvais par rapport à Mike Dorje. Donc, en fait, c'est ce qu'il écrit, ce maître Sakya. Sarchello Saldiamso, dans son autobiographie, c'est ce qu'il écrit. En fait, il est il écrit, donc c'est une autobio, il écrit de façon honnête. Donc voilà, il y a ce moment où en bref, donc dans la même région où il est, il y a Miku Dorje, le 8e Karmapa qui vient, et là, il a un regard critique par rapport à cette venue, parce que, en fait, dans le contexte dans lequel il est, il voit en fait, il a vu beaucoup de maîtres Kagu qui, en fait, ne sont pas concentrés par rapport à ce qu'ils doivent faire par rapport à la lignée Kagu, mais qui sont plutôt en train de se disperser dans les écrits philosophiques, la grammaire, poésie, etc., des activités qui ne font que renforcer les 8 dharmas mondains. Et par conséquent, par rapport à ce qu'il a vu, il a un peu un a priori par rapport à Mike Dorje. Donc ça, c'est pour expliquer un peu le contexte. Et aussi, en fait, ce que l'on doit comprendre, c'est que lorsque Karmapa commence à faire déployer toutes ces institutions d'études, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas pour faire de la concurrence avec les lignées Sakya et Gelug qui sont déjà bien ancrés comme étant des instituts d'études, comme on a dit. Donc, les lignées Sakya et Karmapa sont connues pour bien mettre l'accent sur l'étude. Mais là, en fait, lorsque Mikyo Dorje commence à mettre en place toutes ces institutions, ce n'est pas du tout dans l'idée de faire la compétition avec ces institutions qui sont déjà existantes au sein des lignées Sakya et Kagu. Et pour comprendre cela, en fait, au sein même de la lignée Kagu, il a commencé à avoir beaucoup de mauvaises, comme on a évoqué, beaucoup de mauvaises compréhensions par rapport au cœur de l'enseignement de la lignée Kagu, par rapport notamment aux enseignements qui portent sur le sens définitif. Il y a eu beaucoup de pensées erronées, de doutes, beaucoup de gens se sont fourvoyés. Et par conséquent, Mikyo Dorje a vu une nécessité à rétablir l'étude du Dharma au sein de la lignée Kagu. D'une façon générale, l'étude du Dharma, et en particulier les textes de la lignée Karma Kagu. Et par un autre angle, si on regarde les œuvres de Karmapa, Mikyo Dorje, le 8e, il a beaucoup écrit par rapport aux œuvres des Kadampa, telles que l'œuvre que sont les notes bleues de Potawa ou le monologue, etc. Et également, il a beaucoup écrit par rapport au maître fondateur de la lignée Kagu, Marpa Milarepa Gampopa, etc. Et il a étudié de façon développée sur ces maîtres. Et il a écrit beaucoup de commentaires. Et par conséquent, on voit que
Donc, toute son œuvre pour mettre en place les institutions d'études dans la lignée Kagu n'ont rien à faire avec le fait de vouloir faire de la compétition avec les autres institutions existantes dans les lignées Sakya ou Gelug. Donc, comme on a vu, il a beaucoup mis l'accent par rapport aux vues des pères fondateurs de la lignée Kagu. Et en particulier, par rapport aux études philosophiques, donc il s'est fondé sur les œuvres de Jigung Jigme, Jigung Jigten, et aussi, alors, Domikyo Dorje lui-même, donc, pardon. Donc, il a beaucoup étudié et développé les enseignements par rapport à la lignée Kagu. Et puis aussi, comme Tashi Jangchuk Jetsen l'a écrit dans son dernier testament, donc, dans son dernier testament, il souligne donc le souci que par rapport à la lignée Kagu, qu'il y a que, en fait, la lignée a été caractérisée par de grands méditants. Mais le problème, c'est que par la suite, ces grands méditants, en fait, ont eu la réputation de ne pas trop s'appuyer sur les érudits. Et par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes se sont mis à critiquer les méditants la lignée Kagu en les traitant de stupides ignorants, de méditants ignorants. Et le problème, c'était que à partir du moment où ils apparaissaient comme étant des gens qui n'étaient pas érudits, donc il y a eu cette étiquette, comme quoi les Kagu, en fait, ce sont juste des méditants qui ne comprennent rien. Et c'est là, donc ça, c'est d'après le dernier testament de Tashi Jangchuk Jensen, Et par conséquent, donc par rapport à en fait tout ce contexte, à ces différents écrits là qu'on a, en fait, en résumé, donc ces sources qu'on a évoquées là sont là pour mettre en valeur le contexte qu'à l'époque de Mikyo Dorje, en fait, les pratiquants Kagu étaient mal vus dans le sens où on les voyait comme étant simplement des gens qui n'étaient pas érudits, qui n'avaient pas de connaissances. Et par conséquent, en fait, Mikyo Dorje, il n'avait pas d'autre choix par rapport à ce contexte-là, par rapport aux autres lignées, par rapport à comment les autres le regardaient les lignées, que d'établir en fait des institutions pour étudier. Et ça, en fait, par la suite, on voit à quel point cette contribution a été d'une importance fondamentale. Parce qu'en fait, à l'époque du 8e Karmapa, les choses se sont dégradées à tel point que les écrits par rapport même à la lignée Tapo Kagu, les textes les plus importants, c'était un peu comme des livres de chevet, mais dans le sens où on met auprès de lit, mais jamais on ne les ouvre. Et par conséquent, en fait, petit à petit, au sein de la lignée, il est apparu criant la nécessité d'étudier les textes.
Et ça, en fait, c'est devenu, cette contribution, comme on a dit, est devenue extrêmement visible par la suite. Donc, pour illustrer cela, il y a eu une anecdote. Lorsque les commentaires des 8 grands textes ont été pardon, dans les années 90, donc c'est récent, dans les années 90, 1990, lorsque le 16e Karmapa réimprime les commentaires de Mikao Dorje sur donc les textes fondamentaux, notamment ce qu'on appelle les 8 grands traités, et qu'il rapporte ça, et que ces réimpressions arrivent au Tibet, eh bien, ça a eu une influence, un impact par rapport aux érudits Kagu qui était extrêmement forte. Certains d'autres lignées ont même été impressionnés en disant comment est-il possible que vous, les Kagu, vous ayez de tels textes. Et donc, il y a eu ce retour. Le 16e Karmapa a eu ce retour de beaucoup de gens. Les gens étaient vraiment impressionné par le fait que le Mikao Dorje avait composé ces commentaires. Et même au sein et en fait, ça, c'est pour souligner comme quoi, en fait, cette tradition d'études au sein de la lignée Kagu a été grandement perdue. C'était donc les Shedra, toutes ces institutions d'études qu'a fondé le 8e Karmapa par la suite, en fait, se sont comme un peu effondrées. Et la transmission de ces études des grands tests a été perdue, si bien que même si par la suite, dans les Shedra au Tibet, dans la région du Kham, dans les Shedra, dans la tradition Palpung et Surmang, perdurait, mais en fait, dans ces Shedras-là, il n'était pas capable en fait, il ne pouvait entraîner que on dit les 13 grands traités, mais il ne pouvait enseigner les textes des 7e et 8e Karmapa. Donc, même pour montrer à quel point donc, notamment les traités du 8e Karmapa par la suite ont été perdus. Et ensuite, en fait, lorsqu'on voit comment les choses ont évolué, on comprend pourquoi on peut comprendre pourquoi par la suite il y a eu des difficultés dans la lignée Kagu, notamment Karma Kamsan, de trouver des commentaires sur les 5 traités. Donc, je vais marquer une pause de 5 minutes, 20 minutes, on va marquer une pause. Alors, donc on va parler l'origine de quelques monastères fondés par Mikao Dorje. Donc tout d'abord, Gatsel Kamajulu. Donc et donc, comme on avait évoqué, le 8e Karmapa a fondé de nombreux monastères, de nombreuses institutions connues. Et juste, je vais parler de quelques-uns qui sont emblématiques. Alors, donc ici, en 10 points, comment d'abord il a fondé le Shedra. Donc, tout d'abord, concernant comment il a fondé le Shedra. Alors, on va parler
tout d'abord donc, de Kama Shuklung qui est donc un Shedra fondé, ça a été fondé d'après l'œuvre intitulée Le Festin des érudits, mais aussi par rapport à l'œuvre intitulée Le Rosaire d'or de la Nikagu. Ça a été fondé en 1532, l'année du dragon de l'eau, lors de du 10e mois, alors que Mikyo Dorje et le grand campement étaient à Tawatsaklung, dans le Gompo. Et à ce moment-là, il a notamment invité différents membres de la Sangha de l'Excheling, notamment de l'Excheling. En bref, il a invité différents érudits, incluant Rinchen Le, Shabjam Nisang Yeshe, etc. Il a invité tous ces érudits, incluant, par d'une vingtaine d'érudits, incluant Ngari Rabjam Pakshu Lang Lekpa, Kampa Rabjam Serezampu, etc. Et donc, ces érudits qu'on a en partie cités, il y en a une vingtaine, sont en fait eux qui fondent le Shedra Kama Shumluk Ling. Et au départ, comme on avait évoqué, ce Shedra ou ce collège monastique est inclus au sein du grand campement. Donc, c'est une institution qui bouge avec le campement. Et pour prendre une image, on peut dire que le Karma Shunging, c'est un peu comme une institution qui a été inventée par le grand campement. En fait, le grand campement, c'est comme abrite des différentes structures, et dans sa structure, il y a le Shedra, ou l'université monastique, intitulée Karma Shuklu Ling. Alors, ensuite, donc la question porte sur qui, en fait, au départ, prend la responsabilité. Chez les pas. Ensuite, donc, Choglang Lepa, on considère parmi la liste des érudits qu'on a cités comme étant celui qui a pris la responsabilité de cette institution d'études au départ. Et notamment, lorsque ce maître vint au CAM, il a fondé l'université monastique connue sous le nom de Ratik Gandeling, dans le Minyak. Et il y a enseigné les 5 grands traités qu'on étudie de façon classique dans les Shedra. Et ce monastère, Ratikaden, de nos jours, est probablement devenu en fait une institution Nyingmapa après notamment un épisode où les armées mongoles ont détruit. Et donc ce maître, qui est fondateur de Rati Gandenling, et donc au départ faisait partie des érudits qui avaient la responsabilité de faire tourner Karma Shuklungling. Il était considéré comme un des disciples directs de Mikyo Dorje. Ensuite, on va parler de Pautsuglak Chengwa. Dans le 9e mois de l'année du serpent, ce qui correspond à 1533, Mikyo Dorje donne à
Posuglak Trengwa, une statue de lui-même qui est faite de matières précieuses avec un manuscrit écrit de sa main, qui est un commentaire du Grand Vinaya, donc un texte de commentaire sur la discipline monastique. Et aussi, il offre un coussin avec un coussin en soie brodé avec le motif d'un lion dessus. Et notamment par rapport aux connexions qu'il y a par rapport à ses aspirations passées, Mikke Dorje le nomme comme le responsable de Karma Shukling. Et ça, c'est décrit dans la biographie, dans la biographie de Tsuglak Trengwa, intitulée Le miroir qui reflète le visage confus. Et aussi, pendant les 5 ans qui suivent, donc de 1533 jusqu'à 1537, il enseigne les 5 traités qu'on enseigne dans les Shedras. Les 5 grands traités sont les traités sur la voie du milieu, la Prajnaparamita, le Vinaya, l'Abhidharma et la Pramana, qui sont le raisonnement logique, qui portent sur la logique, d'une façon générale. Et puis aussi, il a enseigné les sens profonds associés au tantra, ainsi que le gulama, etc. Donc, il a aussi enseigné ce qu'on enseigne traditionnellement dans les universités. Donc, en plus de ces grands traités, aussi dont la grammaire, la terminologie. Et il a aidé à former ainsi de nombreux érudits qui donc, était capable d'enseigner aussi bien les tantras que les sutras. Et ça a ainsi développé la Sangha. Et donc on continue en 1537, lors du deuxième mois de l'oiseau de feu, deuxième mois tibétain de l'année 1537, Mikke Dorje et son campement vont à Lungsutashitan dans le Digong. Et à ce moment-là, Pao Tsuglak Trengwa demande à démissionner de son poste du Shedra Karma Tsukling, qui est le Shedra mobile qui suit le campement. Et Mikke Dorje accepte sa démission et par conséquent, il doit nommer un autre acharya, un autre responsable de ce Shedra mobile du campement. Et ça tombe sur Ngari Rabjam Choklong Lekpa. Et aussi en 1538, alors les textes tibétains donnent l'année en signe, donc on parle de l'année du chien de terre. Mikke Dorje et le campement passent le nouvel an, le Losar, à Tsurpu, au monastère de Tsurpu. Et là, ensuite, ils vont à Nyukla où donc il parle des grands érudits, Nicolas Lecheling, et depuis le campement, donc à cette époque, Mikke Dorje demande que au sein de ce Shedra, au sein du campement, qu'il y ait des communes conférences, des discussions mais profondes sur les grands traités, les 5 grands traités qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis ainsi, les deux donc, institutions
les deux Chédras, en fait, se sont engagés dans donc le Chédra du campement et le Chédra de l'exilé se sont engagés dans des débats, des explications qui ont beaucoup réjoui Miku Dorje. Donc ça, ce sont des récits qui sont comptés dans le rosaire d'or de la lignée Kagyu. Et en 1539, l'année du cochon de terre, Miku Dorje, le campement demeure à Shikaringpong. Et là, Miku Dorje donne des enseignements au sein donc du Shéra du campement, Kamashu Ling. Et notamment, il donne son commentaire sur la Prajnaparamita, le commentaire connu sous le nom du repos des nobles. Donc, en fait, c'est un surnom. Le titre est plus long, mais donc le surnom de ce commentaire, c'est le repos du noble. Aussi, Palkang Lotsawa donc, a servi à cette époque de professeur pour enseigner la grammaire. Il a aussi, donc lorsqu'on parle de grammaire, c'est lié au dharma. On parle de la grammaire Kalapala, la grammaire de Chandragomi, le Saraswati, les sutras de Saraswati sur la grammaire. Aussi, ça évoque la composition, etc. Et puis aussi la grammaire tibétaine, comme cela est donc décrit dans un récit de Karma Rinchen Daichi, intitulé Le miroir illuminant les comparaisons. Et en 1540, après le Nouvel An, et puis donc les Monlam, il y a eu le frère du seigneur Topjelwa qui en fait a pris les vœux monastiques auprès de Miku Dorje. Il reçoit le nom monastique de Karma Dundam Yangdak, et ensuite il étudie au sein de Karma Shukling, ce Shedra mobile qui est associé au campement, et il devient un érudit accompli, et par la suite il rentre dans son pays et fonde le monastère, l'université monastique Tobjel Kama Vinaya. Et son activité en tant qu'érudit fait que les enseignements de la lignée Kagyu se développent. Donc ça, c'est une anecdote qu'on raconte pour illustrer comment des personnes de rang élevé, des nobles, tels que le frère du seigneur Tobjelwa, eh bien, est entré dans les ordres monastiques et a complété ses études jusqu'à devenir un érudit, et ensuite contribuer au développement des enseignements. Et puis, il y a aussi le seigneur de Ripung, qui est un des sponsors de Miku Dorje et du campement. Pardon, donc le seigneur de Ripung invite, en tant que sponsor, Miku Dorje et le campement à passer 3 ans dans la région de Tsang, à la fois dans des grands lieux que des lieux isolés. Et Miku Dorje accepte, mais lui préfère visiblement demeurer dans des endroits isolés. Et par conséquent, il n'a pas rempli tous les souhaits ou la requête de son bienfaiteur, le seigneur de Ripong. Cependant, Miku Dorje a vraiment dirigé son attention pour développer, améliorer Karma Shunglukling, le Shedra du campement, au travers des enseignements, des débats et l'art de la composition l'art de l'écriture. Et
Et donc, le seigneur de Rimpung 다 rassemble des enfants et les offre dans sa population et les présente en offrande à Mikio Dorje pour qu'ils deviennent des moines. Ensuite, l'histoire raconte que parmi ces enfants, en fait, peu réussissent leurs études. Ainsi, au final, en fait, il y en a très peu qui sont arrivés à être capables de détenir les Écritures. Et puis aussi, à Yarte, à Supokan, le seigneur Opa invite Mikyo Dorje donc il trouve je vais en parler un peu plus tard, mais il trouve un trône de Naga. En fait, c'est comme une divinité locale. Et il érige un pilier et il grave quelque chose avec le souhait que, donc à l'endroit où est ce pilier, eh bien, sera construit donc il écrit quelque chose par rapport au Dharmapala, les protecteurs du Dharma, et avec le souhait qu'en ce lieu pourra être érigée une institution Kagyu. Donc ils se rassemblent, ils consacrent les lieux, ils font tous les rituels nécessaires pour consacrer les lieux, purifier, et ils laissent ainsi les fondations du temple. Mais en fait, par la suite, cela va devenir le lieu fixe de Karma Shuklungling, le Shedra qui toujours se déplaçait avec le campement, en fait, va prendre place physiquement à cet endroit par la suite. Et donc, c'est dans la partie supérieure de la vallée de Yalung. Et en particulier, il avait Kamakasu, le palais de Kamakasu. Et donc, en fait, donc, le nom Gatse, c'est Yalte, parce que c'est dans la partie supérieure de la région de Yar. Et ensuite, on parle donc Gatsel, donc qui signifie littéralement jardin pour désigner cet endroit qui a été consacré. Et donc, Kama Shuklungling, qui était un Shedra mobile, devient donc Yalte Kama Shuklungling, donc un nom un peu plus long pour évoquer qu'il est installé donc, dans la région de Yalte, dans cet endroit précis qu'on consacrait. Ensuite, Yalupuchen, Yatte Lumpogang, Lumpogang à Yatte. Donc il y a un endroit, Yama Chengpo, c'est un endroit très connu au Tibet. Et il y a aussi une vallée à cet endroit, la vallée de Yalung. Donc on distingue trois parties. Le partie intermédiaire, Yatte, c'est la partie qui est au-dessus, une partie inférieure. Et il y a une partie Lumpogang qui est appelée Lumpogang.
Et Shamdendze, qu'on appelle pour individu Samte, donc des fois on l'appelle Samte, ou des fois Samte, et la famille donc du Seigneur qui est là, Tlapupachen, alors en fait, sans entrer dans les détails, c'est lié le nom de famille de la famille noble qui gérait cette région. Et donc la famille vient. Alors, il y a deux explications par rapport au nom de famille. Donc, une, c'est parce que viennent de Eusson, alors que donc l'autre explication vient du fait du nom de famille de la mère. Donc, il y a deux récits qui expliquent différemment. Mais, donc, on avait dit que c'était à cet endroit qu'il y avait un trône de Naga. Donc, il y avait comme une cour autour comme par exemple à Lhasa. Donc, il y avait le temple du Naga, et puis autour, comme une cour. Donc, c'est un endroit assez agréable, comme un parc. D'où le nom de Gatsen, on parle de. Donc c'est vraiment un très bel endroit. Beaucoup d'arbres différents. Et puis, visiblement, c'était aussi un endroit où il y avait quelques bassins, un endroit décrit comme étant très joli. Et c'est à cet endroit donc a été construit l'institution des dieux. Et ensuite, concernant les règles de Gatse Shungi, concernant donc avant que avant que ce Shedra qui suivait le campement devienne installé à cet endroit de Yarte, il écrit donc, pardon, il devait écrire, voilà. En fait, le récit est qu'il a écrit donc, des règles qui devaient être développées liées au fait que ce Shedra du campement n'était plus mobile, mais qui s'installait donc dans un lieu fixe et qui, par conséquent, donc, adoptait un mode de vie un peu différent. Et par-dessus, donc, il écrit et à la et puis à nouveau Mikyu Dorje lors du 10e mois revient sur ce campement, sur ce Shedra qui était autrefois partie du campement. Donc à ce moment-là, le temple semble avoir été construit. Donc au départ, à ce moment-là, donc il donne des enseignements. Il y a beaucoup de Et en résumé, il y a eu beaucoup d'activités à cette époque par rapport au développement des activités. Donc,
des activités de consécration, mais en plus. 개발 숭럽 Et 나서 훨씬 en... 훨씬 제배 거 같은데 진짜 다디 거래야 가르잖아 직동압게 업중 숨 기예열이야 아니 경화 미기도 거랑기 까나한세네 보조라 청원이야 야르데 가세가마 슈눌린디야 차베 망부지 준시하게 안데게베 까나샤 다디 나로 가르도사나 베나 Ensuite, 런준도지기 사무난데 란제다 아니 최라 가즈기 참아르 중가조다 아니 미기도지기 ensuite, on parle donc des écritures qui ont été des éditions faites à partir d'impressions sur du bois. Alors, en 1553, Karmapa demande à Pao Tsuklak Chengwa de préparer des éditions donc dans ce monastère, Gatsel Kama Shukling, qui est donc plus un Shinra mobile. Donc, il demande à Pao Tsuklak Chengwa, qui était responsable de ce Shedra, d'écrire, d'imprimer avec des blocs de bois, vous savez, c'est des textes gravés sur du bois pour être imprimés en plusieurs exemplaires. Et donc, parmi ces textes, il y a l'autocommentaire sur le sens profond intérieur du troisième Karmapa, toute l'écriture de logique du septième Karmapa, sur la logique, et Nikyu Dorje aussi, ces grands traités sur la Prajnaparamita, etc. Donc, de nombreux textes ainsi ont été imprimés. Il semble aussi que le commentaire sur les sutras du Vinaya ont été aussi imprimés à ce moment-là. En fait, on en déduit ça du colophon qu'il y a dans l'édition du Vinaya, dans la bibliothèque du Potala. Mais bon, sans rentrer dans les détails, on va apporter sur ce point, c'est concernant la reconstruction. En fait, donc, il y avait le 9e point porté sur la fin de cette institution, mais on ne va pas en parler, on va directement passer à sa reconstruction. En 1651, donc Gaden Soljaling a été construit lors du 11e mois tibétain, lorsque le 5e Dalai Lama vient à Yarlung. À ce moment-là, parmi les 13 grands monastères établis, Gaden Somajaliling fait partie. Et dans la partie sud du Tibet, de la région autonome du Tibet, dans la région de Nedong, et il y a notamment des plus grands monastères Gelugpa dans la région du sud, au sud de l'Inde. Et donc, lorsqu'ils viennent dans cet endroit, ils discutent et puis les moines disent que cette institution a été fondée au XIe siècle par Ralotsawa Dojijak. Donc, ils n'ont pas précisé comment ça a été construit dans le XVIIe siècle. Et là, le 5e Karmapa, il a l'intuition qu'en fait, avant, c'était un monastère Kagu. Et il trouve ça, en fait, dans la deuxième histoire du temple, dans le temple de Makala. En fait, dans le texte où il récite, il y a le Madakma, un texte qui vient du 8e Karmapa.
Donc, il y a une courte offrande de Torma qu'on récite de nos jours, c'est très connu, Madame Mamada ne Chuton Vajar, etc. Et aussi, donc c'est l'offrande générale au Dakini, et puis donc en fait, donc il trouve ça, et on dit aussi notamment que concernant donc cette pratique générale de Torma au Dakini, dans, alors, ce qu'on raconte, c'est qu'avant la révolution culturelle, que c'était un monastère Kagu. Mais tous les statues de Vajradhara ont été détruits lors de la révolution culturelle. Donc, ainsi, parmi les riches... Alors, quelle est la connexion entre ces lieux? Est-ce qu'il y a une connexion? Donc, par rapport donc, au monastère Kagu qui a été fondé il y a peu et celui que visite le 5e Dalai Lama. Alors, la connexion est, ou le lien, dans la bio du 5e Dalai Lama, l'autobiographie, il dit que lors de l'année les ruines, il y a donc des ruines d'une nation Karma Kamsan qui est transférée à Gaden Tusong Dajeling. Sous-entend qu'en 1651, lors du 11e mois de la tibétaine, le 5e Dalai Lama est venu à Yalung et à ce moment-là, il a fondé en fait, donc c'est à partir des ruines, à partir des ruines, ils construisent le Gatsel Kama Shugling. C'est les ruines de Gatsel Kama Shugling qui sont utilisées pour donc c'est ce qui est évoqué dans l'autobiographie du 5e Dalai Lama en 1651. Et on retrouve la même date dans d'autres textes. Donc, il y a une concordance historique. Alors ensuite, comment on sait qu'à l'origine, ces ruines étaient Gatsel Kama Shugling? C'est la lecture du texte et qui signifie donc, en résumé, donc le texte est rapidement lu et en résumé. Alors à ce moment-là, ce nouveau monastère était en train de construire
사자단 시가들이 망고요. 대수 상말로 아니 이 가서 퇴선 타게 말이야. 나 인세. 안다 안에서 쫄라가 On 사바 parle, 시고. 아니 sans 라가 rentrer dans les 사바 détails, de 시고 가 사바 transfert 시고. de 안 자샤 사바 structure, la 시고 다음에 construction d'un nouveau 수수자. temple. Donc, les choses 디 sont, 디규전 때네. 아니 en fait, les récits parlent d'un peu plus dans les détails de la 단계 reconstruction. 퇴선 타게 린사디 Donc, assez gardé tout sur les lignes. Et puis, en fait, on déduit de ces récits qu'en résumé, était en fait Gazel Shulungling. Et en fait, les récits concordent et c'est assez clair à ce sujet. Et c'est juste ce que j'ai à dire à ce sujet. Le point principal, en résumé, c'est qu'il a fondé beaucoup de Shedra, des institutions d'études, aussi bien des sutras que des tantras. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, pratiquement aucune de ces institutions n'ont demeuré. Et ce qui se passe, en fait, c'est que on s'est aperçu que par la suite, il y a eu donc comme une absence de lieu pour que les moines puissent continuer à perdurer cette transmission d'études. Et pendant on parle de 100, 200 ans, il y a eu donc comme une interruption de ces institutions d'études. Et de nos jours, on a réussi pendant un certain nombre de siècles puis reprendre ce cycle d'études, etc. Et notamment, cela est grâce aux contributions écrites du 7e Karmapa, du 8e Karmapa. Donc, il fut un moment où ces textes étaient rares, difficiles d'accès. Et en fait, lorsqu'on regarde la situation historique, on se rend compte que alors, à l'époque du 7e, 8e Karmapa, donc on voit il y a eu comme une expansion donc des institutions pour étudier les sutras et les tantras. Mais ensuite, ça n'a pas perduré par la suite. Et le point important, c'est que donc, cette éclosion, elle s'est faite par rapport au contexte de l'époque. Ça s'est fait naturellement parce qu'il y avait eu ce besoin, pas comme par exemple certains récits d'époque qui critiquaient la lignée Kagu, disaient que c'était pour faire la compétition avec les autres institutions, des institutions des autres lignées. Mais en fait, lorsqu'on regarde de l'intérieur de différents angles, on comprend en fait le sens. Et par rapport à la pratique du dharma, pour en revenir à l'essentiel, lorsqu'on parle pour pouvoir pratiquer le dharma authentique, on parle de la foi, mais lorsqu'on parle de la foi, il y a notamment la foi qui est basée sur la conviction, c'est-à-dire celle qui est basée sur la compréhension des enseignements. Donc on ne parle pas d'une foi aveugle ou d'une dévotion qui est aveugle, c'est celle qui est basée sur le fait qu'on a acquis une conviction par rapport aux enseignements qu'on a reçus. Et par conséquent, lorsque vraiment notre souci est d'intégrer le dharma authentique, les enseignements authentiques du Bouddha, on doit avoir ces aspects dans notre pratique. Il doit y avoir l'étude, la contemplation et la méditation. En d'autres termes, on dit l'étude, l'analyse et la méditation. Et à une époque, donc ça s'est un peu perdu dans la lignée de Kagu parce que
Donc, beaucoup de pratiquants Kagus sont simplement contentés de demeurer de façon isolée, et comme ils ne sont pas appuyés de façon notable sur des érudits, eh bien, la lignée Kagu, pendant longtemps, a été critiquée comme étant comme une lignée d'idiots qui vont en retraite dans les montagnes sans comprendre vraiment ce qu'ils doivent pratiquer. Et l'important maintenant, dans le contexte actuel, de vraiment donc il est important pour nous d'avoir cette connexion par rapport au dharma de l'écriture. Ça, c'est un point qui est important. Et je pense qu'on va en rester là pour... J'ai pas tellement de choses à ajouter. On va réciter les textes de conclusion, les récitations Tara. On va tous réciter Tara en conclusion. Et oui, donc, en résumé, voilà, donc c'est juste souligner l'importance qu'il y a notamment à notre époque d'apporter de l'attention par rapport aux écritures, l'étude, etc. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. Donc, Gaden Tesam Darjeeling. Voilà, donc c'est une photo de Gaden Tesam Darjeeling. Donc, c'est une photo actuelle. Donc, c'est de ce monastère Gelug qui a été reconstruit sur les fondations de Soulagan. Il y a enseignement demain. Je vous vois donc demain. Merci.